Bonjour, nous sommes le vendredi 7 mai 2021 et je vais vous parler des États-Unis. Je vous parlais régulièrement des États-Unis dans une sorte de veille à propos de Trump. Maintenant, je continue à l'occasion de le faire et c'est à partir de 2 principes généraux. L'un, c'est que quand, je vois des atteintes à la démocratie, en général, je les mentionne. Et le second principe, c'est celui, selon lequel ce qui se passe aux États-Unis, est toujours une préfiguration avec, 5 à 10 années d'avance de ce qui se passe en Europe, occidentale, dans différents pays de l'Europe occidentale. Alors, une précision, parce que je vais employer le mot fascisme. Vous le savez sans doute, je suis pas fais pas partie des personnes qui appellent fasciste, toute personne qui n'est pas d'accord avec moi. Quand je parle de fascisme, c'est dans un sens véritablement technique, c'est pour renvoyer à des systèmes de type fasciste qui ont existé en Italie, en Allemagne, dans d'autres pays à d'autres époques. Et donc c'est un terme technique. Alors je l'emploie de manière un peu, de deux manières. Je vous parle d'un fascisme en col bleu qui est la forme allemande, voilà, qui a eu le Troisième Reich allemand, ce qui existait en Italie. Et puis il y a une forme plus subtile. J'emploie le terme de fascisme en col blanc pour l'ultralibéralisme. Alors, ça ne veut pas dire que toute personne qui est complice de fait avec l'ultralibéralisme sous une forme atténuée soit considérée par moi comme un fasciste. Non, parce que cette personne peut par ailleurs continuer à travailler, je dirais véritablement, dans un cadre démocratique, en respectant les principes démocratiques. Quand on a affaire à quelque chose comme l'école de Chicago, l'école d'économie de Chicago, qui va mettre en place au Chili un système économique et financier dans dans le Chili de Pinochet. Là, il s'agit à proprement parler véritablement du fascisme en col blanc. La politique définie par la Troïka à l'égard de la Grèce dans les années 2010-2011, je l'ai appelé fascisme en col blanc et je l'appellerai encore toujours aujourd'hui de cette manière-là. Mais quand il s'agit du Parti républicain aux États-Unis en ce moment, il s'agit du fascisme en col bleu que M. Trump a essayé d'instaurer, qu'il arrive à modifier quand même fort les institutions américaines. Il nie avoir perdu les élections et il continue en arrière-plan dans la perspective du coup d'État manqué qu'il a tenté le 6 janvier de cette année-ci. Il continue à prôner une politique du même genre, une politique de suprémacisme blanc et d'autres très typiques effectivement des fascismes européens d'antan et de ceux qu'on a pu voir s'instaurer dans différents pays après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, des tentatives de mettre en place, avec la Grèce des colonels, avec l'Argentine, avec des dictatures de colonels au Brésil et des choses de cet ordre-là. Alors, que se passe-t-il en ce moment? L'actualité immédiate, c'est la possibilité pour Madame Liz Cheney d'être remplacée à la tête du Parti républicain. Alors, Madame Liz Cheney est une politicienne de haut rang aux États-Unis, numéro 3 du Parti républicain, à l'heure où je vous parle. C'est la fille de Dick Cheney, qui était vice-président des États-Unis, un personnage particulièrement inquiétant. Elle a une politique plus libérale et il est arrivé effectivement que son père infléchisse un petit peu, je dirais, ses vues sous l'influence de sa fille qui a une vision plus progressiste, mais à l'intérieur du Parti républicain dans une perspective de conservatisme extrêmement, comment dire, rigoureux, très près de ses principes, et ainsi de suite. Elle représente, je dirais, le type d'aristocratie qu'on a vu dans ce parti républicain au fil des années, que représente très bien, je dirais, la famille Bush, l'ensemble de ses présidents, Monsieur John McCain, Monsieur Mitt Romney, et ainsi de suite.
Vous le savez, est apparu avec Trump un autre type de personnage, là, je dirais une tentative de prise de pouvoir à l'intérieur du Parti républicain, d'un courant fasciste. Voilà pourquoi je préparais l'usage de ce mot. Et ce qui se passe en ce moment, c'est une tentative de déboulonner carrément Madame Liz Cheney, de la faire disparaître de la direction du parti pour avoir dénoncé le coup d'État manqué de Trump le 6 janvier. À cette époque-là, dans les jours qui ont suivi, un certain nombre de personnes au sein du Parti républicain, en particulier M. McConnell, M. Kennedy, McCarthy, ont pris des positions qui dénonçaient l'attitude de Trump. Depuis, ils se rallient à lui. Ils ont peur de Trump. Pourquoi? Pour des raisons souvent, je dirais simplement de sécurité personnelle d'eux et de leur famille, parce que Trump est quelqu'un qui peut, on l'a vu, et il l'a fait en particulier le 6 janvier, quand il a incité la foule à prendre et à régler son compte au vice-président Mike Pence. C'est quelqu'un qui peut dire à ses troupes locales de faire des mauvais coups, mais des mauvais coups, je dirais, de type de violence vis-à-vis de gens dont il aura l'impression qu'il le trahit. C'est un véritable, il a instauré un sous-groupe à l'intérieur du Parti républicain qui est de type fasciste comme lui l'entend. Et le parti est en train de succomber à cela. Il va sans doute se débarrasser de Mme Cheney, il va faire disparaître ce courant conservateur, ce qu'on appellerait une droite civilisée en France, de l'éliminer complètement du parti républicain. Alors, en parallèle à ça, bien entendu, il y a aussi une certaine désaffection du public en général vis-à-vis du Parti républicain. Donc quand on vous dit le 6 janvier que 70% du Parti républicain approuve M. Trump, et qu'on vous redit aujourd'hui que 70% du Parti républicain approuve Trump, c'est un nombre qui est en diminution. Parce qu'il y a de moins en moins de gens dans les sondages qui se disent républicains. Mais ça n'enlève rien au fait que le Parti républicain représente, je ne sais pas, 36% de la population ou 29%, qu'il s'agisse d'une minorité extrêmement importante, ces 70%, de ces deux chiffres qui sont en évolution. Alors, Monsieur Biden, de son côté, joue sur le fait que les sondages révèlent que parmi les anciens supporters de Trump et de manière générale les gens qui se disaient partisans, soutiens du Parti républicain, un certain nombre de gens se rallient à sa politique, mais il n'empêche qu'un parti républicain entièrement sous la coupe d'une direction qui représente une définition à proprement parler fasciste du Parti républicain, constitue un véritable danger. Alors, que se passe-t-il? Et les gens analysent la stratégie de Mme Cheney, qui en particulier hier a fait un éditorial, une opinion libre, une tribune libre dans un journal où elle maintient haut l'étendard de ses positions. Certaines personnes disent qu'elle sait qu'elle est en danger dans le Parti républicain, mais qu'elle veut maintenir un courant à l'intérieur de ce parti pour lui assurer une survie de toute manière. Son calcul serait lié au fait qu'elle voit M. Trump comme un personnage qui va se trouver dans un tel imbroglio de procès d'ordre divers qu'il va perdre cette position hégémonique charismatique à l'intérieur du parti. Et donc elle a une stratégie sinon à long terme, au moins à moyen terme,
en espérant que ce n'est qu'un mauvais moment à passer et que cette prise de pouvoir de type fasciste à l'intérieur du pouvoir va disparaître d'une manière ou d'une autre. Alors, est-ce qu'elle a des indices? Est-ce qu'il y a quelque chose qui suggère qu'elle pourrait avoir raison? Une chose deux choses suggèrent qu'elle pourrait avoir raison. La première, je vous l'ai déjà signalé, c'est la perquisition chez lui de Monsieur Giuliani, ancien maire de New York, mais surtout connu ces années récentes comme étant l'avocat personnel de Monsieur Trump et d'être le représentant apparemment d'une deuxième équipe représentant la politique officielle du président, même si ce n'est pas la position officielle des États-Unis en Ukraine. Le fait qu'un personnage aussi important voilà, pour le rôle qu'il a joué, et qu'il soit quelqu'un d'aussi près de l'ancien président, suggère que des accusations extrêmement graves sont portées sur lui. Et dans une vidéo que j'ai faite il y a quelques jours, je laissais entendre que mon hypothèse, c'est que ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir transmis de la désinformation dont il savait pertinemment que c'était de la désinformation d'origine russe et qu'il traitait en toute connaissance de cause avec des gens des services secrets russes, des espions russes, en toute connaissance de cause. Bon, dans la mesure où il était l'avocat de l'ancien président, dans la mesure où il l'a dit à l'époque où on lui faisait entendre que la succession de ces mensonges le mettait en position difficile, et on lui posait la question du soutien qui pourrait lui rester de M. Trump dans ce cas-là, avait parlé d'une police d'assurance. Alors cette police d'assurance, c'est bien entendu, on l'imagine, un certain nombre d'informations qui pourraient impliquer directement Monsieur Trump. Donc, perquisition et saisie de tous ces appareils électroniques de Monsieur Giuliani. Donc, on le fait pour un certain nombre de choses qu'on sait et on découvrira sûrement encore dans ce qu'on pourra écouter et lire sur ces appareils des choses supplémentaires. Mais autre élément de plus, intervenu récemment, la décision d'une procureure de l'État de New York de divulguer un mémorandum du ministère de la Justice, ce mémorandum étant celui dont M. William Barr, à l'époque où il était président des États-Unis, affirme que ce sont les informations dans ce mémorandum qui l'ont conduit à déclarer qu'aucune des accusations d'abus de pouvoir de M. Trump qui se trouvait dans le rapport de la commission Mueller, aucun de ces cas, 9, si mon souvenir, c'est 9 plus un cas peut-être un peu borderline, un cas limite, qu'aucun de ces cas qui avaient été détaillés de manière précise par la commission Mueller, qu'aucun n'était véritablement un abus de pouvoir. Et dans la déclaration qu'il avait faite, il invoquait ce mémorandum que les services juridiques du ministère de la Justice lui avaient communiqué en lui disant qu'il n'y avait pas la matière à confirmer la thèse de l'abus de pouvoir. Ce que Madame la juge a déclaré dans les attendus de sa décision de communiquer ce mémorandum, c'est que la date de sa rédaction est le jour où M. Glenn Barr a fait sa déclaration, suggérant qu'il faisait sa déclaration sans avoir eu connaissance de ce document.
D'autres indices suggèrent qu'il avait pris sa décision d'exonérer entièrement M. Trump à titre personnel et qu'il cherchait simplement à couvrir ses pas en produisant, enfin en ayant dans ses dossiers un document l'approuvant dans sa décision. Ceci dit, c'est donc une organisation privée en faveur de la transparence et contre la corruption qui a obtenu que ce cas soit examiné par cette juge. Et elle a pris la décision qu'elle allait le communiquer. Alors, est-ce que c'est simplement, est-ce que ce texte dit simplement que ce que monsieur, enfin, c'est une retranscription peut-être a priori de ce qu'on savait que le monsieur Barr allait dire, mais les termes qu'utilise ce juge en disant que monsieur Barr a été je vais pas le dire parce que je retrouve pas exactement le mot. Elle n'a pas dit malhonnête, disingenuous. Elle n'a pas dit malhonnête, mais elle a dit comment est-ce qu'on dirait, le stade juste en dessous, n'a pas été entièrement véridique. Allez, on va dire un truc comme ça, n'a pas été entièrement véridique. Alors là, c'est là que les juristes entendent des choses graves, parce qu'il n'y a pas de cas connu apparemment dans l'histoire des États-Unis qu'un juge dise à propos d'un ministre de la Justice qui n'a pas été entièrement véridique dans ses propos. Et là, on a l'impression que là aussi, il se passe quelque chose dans cette déclaration et cette décision de faire circuler ce mémorandum qui cache une accusation en cours vis-à-vis de monsieur Barr lui-même. Alors, vous vous souvenez peut-être quand je vous ai fait deux comptes rendus, si l'on veut, du livre de monsieur John Bolton. Là aussi, je ne me souviens plus exactement du titre, mais c'est quelque chose du genre « Oui, j'étais bien dans la pièce en question », qui fait référence au fait qu'on a souvent rapporté ses propos dans la commission de l'impeachment et que lui avait refusé de témoigner, mais le titre de son livre, Oui, j'étais bien dans la pièce en question, c'est une confirmation des témoignages qui ont été faits en son nom et en disant voilà la position telle que je l'ai comprise de M. Bolton à ce moment-là. Et j'avais fait deux comptes rendus. Le premier n'était pas un vrai compte rendu parce que je n'oserais jamais vous faire un compte rendu juste sur les résumés et les bonnes feuilles, les résumés dans la presse, les bonnes feuilles qui circulent. Mais je vous avais dit ce que je croyais voir dans ce livre au moment où on en savait justement très peu et où des bonnes feuilles circulaient, qu'on pouvait lire, donc je ne sais pas, une dizaine de pages extraites du livre, donc on peut déjà se faire une certaine idée. Mais le choix des bonnes feuilles n'était pas sur les parties, je dirais, véritablement croustillantes, parce que quand j'ai eu le livre en main, j'ai dit c'est autre chose. C'est un livre de M. Bolton pour expliquer pourquoi il ne faudrait pas le poursuivre après la fin de la présidence de M. Trump, montrant qu'il était de bonne foi, qu'il a fait des efforts. Son livre est consacré essentiellement à montrer les efforts qu'il a fait pour alerter, pour laisser entendre quand il y avait des méfaits qui étaient commis, etc. Mais j'ajoutais qu'il faisait une évaluation du même type sur la possibilité pour les personnes de survivre après M. Trump à des accusations très sérieuses et que, en particulier, parmi les personnes dont il disait qu'elles étaient particulièrement exposées, se trouvait en particulier monsieur Barr, William Barr, et il mentionnait aussi monsieur Pompeo, et ces jours derniers, on a reparlé de monsieur Pompeo pour avoir effectivement maquillé un certain nombre de choses. Donc il est possible, si monsieur Bolton savait déjà, c'est quoi, il y a un an et demi, non, oui, non, c'est plus, disons un an et demi, si M. Bolton savait déjà il y a un an et demi qui seraient les personnes dans l'administration Trump qui auraient maille à faire avec la justice, c'est qu'un certain nombre de personnes se posaient déjà la question à ce moment-là. Et le fait est que
Pour ce qui est des accusations qui portent sur Giuliani, les procédures, le mettant en cause n'ont pas été, contrairement à ce que le parti, républicain affirme maintenant, qu'il s'agit de rétribution, de représailles, de l'administration Biden. Non, ce sont des procédures qui ont déjà été lancées par le ministère de la Justice, même sous monsieur, William Barr, à l'encontre de Giuliani, ce qui confirme à mes yeux qu'il s'agit de défense nationale, même si ce n'est pas le ministère de la Défense qui s'occupe de ça, le Pentagone, mais qu'il s'agit de choses très très sérieuses pour les États-Unis, de l'ordre de la haute trahison, de l'espionnage, de la présence d'un candidat mandchou à l'intérieur de l'administration. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant pour nous? Parce qu'il y a ce qui va se passer à l'intérieur du Parti républicain n'est pas sans intérêt. Ça nous montre ce qui se passe après qu'il y ait eu 4 ans d'une tentative de mise en place véritablement d'un régime fasciste aux États-Unis. Ça montre que le pouvoir que peut conserver un mouvement fasciste à l'intérieur après même une défaite apparente, par le fait que ce courant fasciste est en train de phagocyter entièrement le Parti républicain et qu'il faut compter sur des actions en justice à l'extérieur de cela pour inverser la tendance. Vous le savez, Hitler n'est pas allé de victoire en victoire, il a fait de la prison, il y a eu des moments où il était très très bas, mais il savait comment faire pour reprendre le dessus jusqu'à ce qu'il l'emporte. Alors, vous le savez, il a fini par disparaître, c'est un suicide, mais ça n'a pas été sans faire énormément de dégâts. Vous êtes absolument, tout le monde est au courant, sauf je dirais peut-être, quelques ultra-négationnistes qui pourraient prétendre qu'il ne s'est absolument rien passé, ni en Allemagne, ni dans les pays occupés par la suite. Voilà, un petit point sur l'actualité essentiellement américaine, mais toujours en soulignant un petit peu les implications que ça pourrait avoir pour nous ici en Europe. Voilà, merci.